Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, après les défis imposés par la pandémie de Covid-19, le secteur touristique togolais affiche des performances prometteuses, incitant l'État à prévoir une injection de 2 milliards cette année pour soutenir sa relance. D'autres précisions dans un instant. Le port autonome de Lomé entre 2020 et 2022 a été un acteur clé de l'économie nationale en apportant une contribution de 9 milliards francs CFA. À l'international, ce samedi, des milliers de personnes ont manifesté au Kenya contre les violences faites aux femmes, dénonçant le meurtre de plus d'une quinzaine de femmes depuis le début de l'année. Un phénomène en hausse dans le pays. Puis situation alarmante à Bukavu en République démocratique du Congo. Ces derniers jours, l'eau potable est devenue une denrée rare pour la population de cette localité. Les habitants sont contraints de s'approvisionner dans le lac Kivu. D'autres précisions dans un instant, restez avec nous. Pendant la période de 2020 à 2022, le port autonome de Lomé a été un acteur clé dans l'économie nationale, apportant une contribution de 9 milliards de francs CFA. Les impôts sur les sociétés versés par le port ont connu une baisse et son trafic portuaire a également diminué en 2022. D'autres précisions dans cet élément. Le port autonome de Lomé est un élément moteur de l'activité économique du Togo. Entre 2020 et 2022, le port a contribué à hauteur de 9 milliards de francs CFA à l'économie nationale. Cependant, une analyse des données fiscales révèle une tendance inquiétante. Les impôts sur les sociétés, IS, versés par le port ont chuté de presque 200% entre 2020 et 2021, passant de 3 milliards de francs CFA à 1 milliard de francs CFA. En 2022, cette contribution a encore diminué, le port autonome de Lomé n'ayant versé que 347 millions de francs CFA, soit une baisse supplémentaire de 276%. Cette baisse peut être attribuée à une diminution du trafic portuaire en 2022. Selon le classement 2023 du top 100 des ports mondiaux de la revue britannique Lloyd's List, le volume du port de Lomé est passé de 1,9 million de VP en 2021 à 1,8 million de VP en 2022, soit une chute de 6,5%. Notons que parallèlement à cette baisse des impôts, les dividendes ont fluctué, passant de 1,5 milliard de francs CFA en 2020 à 1 milliard en 2021, puis à 1,7 milliard en 2022. Malgré ces défis, le chiffre d'affaires du port autonome de Lomé a augmenté de 34% en 5 ans, passant de 26 milliards de francs CFA en 2017 à 35 milliards de francs CFA en 2022. Cette augmentation suggère une résilience face aux défis et une capacité à se redresser. Malgré les avancées notables sur le plan législatif, les plus de 600 000 personnes handicapées au Togo demeurent confrontées à une stigmatisation persistante et à une exclusion sociale. D'autres précisions avec Gloire Lodonou et Bernard Canvi. L'intégration socio-professionnelle des personnes en situation de handicap est un sujet de préoccupation majeure. Selon le rapport mondial sur l'équité en santé pour les personnes handicapées, 1,3 milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap important. Au Togo, la population des personnes handicapées est estimée à 614 500 personnes. En effet, le Togo a pris des mesures pour favoriser l'intégration de ces personnes. Ainsi, depuis mars 2021, il a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées de toutes les libertés fondamentales sans discrimination. De plus, le pays a inscrit le handicap dans ses actions prioritaires et déploie diverses initiatives dans ce sens. Cependant, les personnes en situation de handicap restent confrontées à une stigmatisation, des stéréotypes négatifs et les croyances culturelles profondément enracinées. Elles sont souvent privées d'éducation, de travail, de loisirs et subissent une sorte d'exclusion sociale. Notons que les Nations Unies soutiennent également l'inclusion du handicap au Togo. Plusieurs initiatives sont mises en œuvre pour atteindre l'inclusion des personnes vivant avec handicap et réduire les inégalités. Après les défis imposés par la pandémie de Covid-19, le secteur touristique togolais commence par enregistrer des résultats encourageants. Dans le but de maintenir cette dynamique, l'État envisage d'investir 2 milliards dans l'industrie pour l'année 2024.
L'ambition de l'État togolais est de faire du tourisme un véritable secteur porteur. Disposant déjà d'importants atouts touristiques, le pays compte pour cette année 2024 parvenir à un tourisme d'affaires à travers la création d'une plateforme numérique de réservation des hôtels pour les grands événements. Aussi, investir dans la poursuite des projets de restauration des sites touristiques. Pour y arriver, l'État va injecter 2 milliards de francs CFA afin de redynamiser le secteur. Ceci fera du secteur du tourisme un des leviers dans la lutte contre la pauvreté et la création d'emplois. Rappelons qu'après la période liée à la pandémie de la Covid-19, le secteur retrouve peu à peu ses potentialités en enregistrant des résultats encourageants. En 2022, près d'1 million de touristes ont visité le Togo, un bilan constant par rapport à 2020 et 2021. Et puis l'UNICEF alerte sur la malnutrition touchant 7 millions d'enfants de moins de 5 ans dans la Corne de l'Afrique. Il rappelle que près d'1 million d'enfants sont susceptibles de souffrir de ce phénomène cette année dans le centre Sahel. Plus de détails avec Harold Messan-Atto. Selon l'UNICEF, plus de 7 millions d'enfants de moins de 5 ans sont aux prises avec la malnutrition dans la Corne de l'Afrique. Plus généralement, les chiffres révèlent que plus d'1 million d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère cette année dans les 3 pays du centre Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en raison des conflits, de l'insécurité alimentaire, des prix élevés des denrées et du changement climatique. La malnutrition aiguë sévère peut entraîner des infections, des retards de croissance, des troubles cognitifs, voire la mort. Au Togo, ce phénomène est un problème sérieux. Les derniers chiffres révèlent que 26% des enfants présentent un déficit pondéral, 5,7% souffrent d'émaciation et 6,8% sont touchés par la malnutrition aiguë globale, dont 1,1% souffrent de malnutrition aiguë sévère. Pour faire face à la situation, le pays a pris plusieurs mesures comme le plan stratégique national multisectoriel de la nutrition entre 2019 et 2023, qui vise à répondre aux causes multiples de la malnutrition en impliquant plusieurs secteurs ministériels, ou encore le programme de lutte contre la faim et la malnutrition, qui établit des liens entre les actions engagées dans différents secteurs, notamment l'agriculture, la santé, l'éducation et la protection sociale. De plus, le plan stratégique de pays du Programme alimentaire mondial soutient les efforts du Togo pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Ces initiatives témoignent de l'engagement du Togo à lutter contre la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Au-delà de nos frontières, en République démocratique du Congo, la ville de Bukavu est confrontée à une crise d'approvisionnement en eau potable. Les habitants sont contraints de puiser de l'eau dans le lac Kivu, ce qui expose la communauté à des risques sanitaires importants. Reportage. Des dizaines de bidons en attente, les femmes se pressent autour d'une petite source dans le quartier Ndendere d'Ibanda, Bukavu. Elles payent toutes 200 francs congolais, soit 7 centimes d'euros, à la propriétaire des lieux pour remplir leurs récipients. Elles n'ont pas le choix. Depuis quelques jours, l'eau a disparu des robinets dans cette grande ville de l'Est congolais. Nous puisons ici car nous ne trouvons pas de l'eau propre, ça nous fatigue. Nous remercions la maman ici de nous laisser puiser dans sa parcelle. Si elle n'était pas là, on allait souffrir. Maman, merci, que Dieu te bénisse. L'autre option, pire encore, c'est de puiser de l'eau dans le lac Kivu. Des piroguiers vont la chercher un peu à l'écart du rivage, moyennant 500 francs congolais, 17 centimes d'euros. Une solution coûteuse et dangereuse, car l'eau est très polluée. Le lac reçoit tous les effluents de la ville. En l'absence de traitement, elle peut provoquer des maladies. C'est un acte presque criminel que nous condamnons. Et ici, nous tenons à condamner la gestion, pourquoi pas chaotique, au niveau de la régie des eaux. Du côté de la Régie des eaux, la société publique chargée de la distribution, on met en cause l'activité sismique de la région, qui vient régulièrement couper la conduite principale d'approvisionnement. Son directeur provincial affirme que le service sera bientôt rétabli. Aujourd'hui, la solution pour cet endroit, c'est carrément définir un nouveau tracé. C'est pour la conduite des transports des eaux qui viennent de l'usine de Murundu via le réservoir de Karale. C'est un tronçon d'environ 2500 mètres qu'il faut aujourd'hui remplacer totalement. Il faut dire que Bukavu, déjà au départ, nous avons
des besoins en eau qui tournent autour de 70 000 mètres cubes jour, alors que les installations ne peuvent pas nous donner plus de 40 000 mètres cubes jour. Ce qui fait que nous avons plus d'un tiers de nos besoins en eau qui ne sont pas satisfaits. Ainsi, même en temps normal, les habitants de Bukavu ont dû s'habituer à des coupures régulières. Et pour le moment, la corvée d'eau, essentiellement supportée par les femmes, va continuer. Des mouvements citoyens annoncent qu'ils vont déposer une plainte contre la Régie des eaux. Elles étaient des centaines, voire des milliers de femmes dans les rues de Nairobi et encore dans d'autres localités du Kenya ce samedi. Revoltés par le nombre croissant de meurtres de femmes dans le pays, les manifestants protestaient contre les violences faites aux femmes. Ils appellent le gouvernement kenyan à agir. Regardons plutôt. Elles étaient plusieurs milliers dans les rues de Nairobi ce samedi et toutes très en colère. Les Kenyans ont décidé de se battre contre les féminicides. Les banderoles, nombreuses, disent tout. Arrêtez de nous tuer ou être une femme ne devrait pas être une condamnation à mort. Je suis ici pour manifester. Manifester pour moi-même, manifester pour les femmes qui ont été tuées et pour dire au gouvernement qu'il doit faire quelque chose à ce sujet et pour dire à la société que nous devons laisser les femmes vivre. Si la colère éclate, c'est à cause d'un début d'année accablant. Selon les médias, au moins 16 femmes ont été tuées juste en janvier. Le gouvernement lui-même reconnaît que la violence contre les femmes est en hausse. La tendance n'est pas nouvelle. En 2023, il y a eu 152 féminicides déclarés, mais les manifestantes comptent pour certaines jusqu'à 700 victimes. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons accepter. Cela continue et la tendance est très inquiétante. Dans la foule, on trouve des représentants d'Amnesty International qui soutient cette mobilisation et des hommes tout aussi indignés par le traitement que subissent les femmes. Un pays n'est pas jugé sur la manière dont il traite ses riches, mais sur comment il s'occupe des faibles et des vulnérables. Les femmes sont la colonne vertébrale de toutes les sociétés et donc elles méritent d'être protégées par la loi. Tous réclament des mesures urgentes du gouvernement en matière de prévention, d'enquête de police et de condamnation des criminels. Toujours au Kenya, le déploiement de 1000 policiers kenyans en Haïti, annoncé récemment par le Conseil national de sécurité du pays, a été jugé illégal par la Cour suprême kenyane. Reportage. Le Conseil national de sécurité n'a pas l'autorité légale pour envoyer des policiers dans un autre pays. C'est le verdict prononcé vendredi par la Haute Cour du Kenya, basée à Nairobi, la capitale. Dans la foulée, la juridiction a jugé illégal le déploiement annoncé des policiers kenyans en Haïti. En octobre, le Conseil national de sécurité du pays avait pourtant obtenu le feu vert des parlementaires. C'était sans compter une ordonnance de la Cour bloquant la mission suite à une pétition de l'opposition. Le Kenya doit envoyer 1000 policiers et diriger une mission de sécurité en Haïti soutenue par l'Organisation des Nations Unies. Haïti est en proie à l'insécurité alors que des gangs écument des pans entiers de ce pays. Le président kenyan William Ruto est favorable à cette initiative, mais des obstacles entravent le déploiement d'une partie de ses forces de police. Et puis la Cour internationale de justice retient la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël. Il s'agit de plainte pour génocide à Gaza, bien que le tribunal suprême des Nations Unies n'ordonne pas de cesser le feu à Gaza. Il exige d'Israël de prendre davantage de mesures protégeant les civils. La Cour internationale de justice a entamé vendredi l'examen des accusations de génocide portées contre Israël par l'Afrique du Sud. Si elle n'a pas ordonné de cesser le feu à Gaza comme réclamé par Pretoria, la plus haute juridiction de l'ONU a demandé à Israël de prendre davantage de mesures protégeant les civils. La Cour conclut qu'elle est prima facie compétente en vertu de l'article 9 de la Convention. Compte tenu de cette conclusion, elle estime qu'elle ne peut accéder à la demande d'Israël de rayer l'affaire du rôle général.
2 juges se sont opposés aux mesures temporaires réclamées par l'Afrique du Sud, dont une ougandaise. L'examen de sa plainte constitue déjà un motif de satisfaction pour Pretoria. Je tiens tout d'abord à remercier les juges de la Cour internationale de justice d'avoir traité cette affaire avec célérité, compte tenu de l'urgence qu'il y a à protéger des civils innocents en Palestine. Et à faire en sorte que le préjudice que l'Afrique du Sud a évoqué dans l'affaire soit pris en compte et que les vies de gens soient sauvées. Le Premier ministre israélien a qualifié vendredi la plainte sud-africaine de fantaisiste et a promis de poursuivre la guerre contre le Hamas. L'accusation de génocide portée contre Israël n'est pas seulement fausse, elle est scandaleuse. Et les personnes décentes du monde entier devraient la rejeter. Notre guerre est contre les terroristes du Hamas, pas contre les civils palestiniens. Nous continuerons à faciliter l'aide humanitaire et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre les civils à l'abri du danger. Même si le Hamas utilise des civils comme boucliers humains, nous continuerons à faire ce qui est nécessaire pour défendre notre pays et notre peuple. C'est le 29 décembre que l'Afrique du Sud avait déposé une plainte de 84 pages contre Israël auprès de la Haute Cour de l'ONU. Précisons que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué cette décision et a dit attendre qu'Israël se conforme à la demande de la Cour internationale de justice. C'est sur cette actualité que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.